Bonjour Stanislas Berton. Bonjour. Vous êtes invité de ce Zoom, vous êtes surtout entrepreneur et puis écrivain. C'est ce qui fait que vous êtes présent avec moi autour de cette table parce que vous avez rédigé un hymne d'amour finalement à la France intitulé « Être français, lettre à ma sœur ». Lettre à ma sœur parce que votre sœur Camille a été le déclencheur de cette lettre le jour où elle vous a dit qu'elle se sentait citoyenne du monde, plus citoyenne du monde que citoyenne française. Et là, votre sang n'a fait qu'un tour. Oui, tout à fait. C'était en fait pendant une conversation qu'on a eue sur Skype, parce qu'elle est en Australie, donc voilà, par Skype. Et elle m'a dit ça, et tout d'un coup, ça a fait un déclic. Et en fait, j'ai écrit ce livre dans la foulée. C'est-à-dire que c'est vraiment un livre. Le soir même, je me suis mis à écrire, et je l'ai écrit quasiment d'un trait. C'était vraiment... c'est sorti tout seul. Alors après, j'ai retravaillé, bien sûr, mais le premier jet, 80% du livre, c'était vraiment cette déclaration d'amour suite à cette remarque de ma sœur. Alors, ce qui me surprend, c'est que à la fois vous dites, ben voilà, j'ai été bouleversé, énervé, agacé, amusé, et j'ai écrit cela dans la foulée. Mais en fait, dès la deuxième phrase, vous la dédouanez en affirmant que vous ne pouvez pas lui en vouloir parce que elle appartient à une génération à laquelle personne n'a appris à être français. Et vous désignez les coupables. Mais donc, c'était pas grave qu'elle vous dise qu'elle est citoyenne du monde, puisque c'est le fruit de son éducation. D'ailleurs, sa famille n'est pas intervenue dans cette éducation ? Si, bien sûr. Mais alors, mes parents, et d'ailleurs, on va en parler certainement plus tard, nous ont transmis beaucoup de choses, dont l'amour du terroir et de la gastronomie, mais surtout ce qui touche à vraiment spécifiquement l'identité française, et notamment ce qui touche à l'histoire, par exemple, ou vraiment la conscience de ce que c'est être français. Là, il n'y a pas un travail qui a été réalisé, et notamment par l'éducation nationale et par les responsables politiques. Il y a vraiment eu et à travers ma sœur, en fait, parce que ça a été un prétexte, c'est toute une génération et tout un grand nombre de jeunes, notamment, à qui, justement, on n'a pas appris ce que ça veut dire être français. Donc, à travers ma sœur, en fait, c'est à tous ces jeunes-là et toute cette génération-là que je voulais écrire. D'accord. Vous n'êtes pas le Yann Moix à l'égard de votre sœur, vous ne faites pas le procès qu'il fait à l'égard de son frère. Ah non, pas du tout. Voilà. Non. Ni humilié, ni humiliant. Ah non, certainement pas, non. Alors, vous désignez les coupables, vous dites que ce sont des mauvais chefs qui veulent la dissolution de la France. Alors, les mauvais chefs, qui sont les personnes que vous visez ? C'est vraiment, en fait, je dirais, depuis la mort de De Gaulle, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment un échec, je dirais, de toute une lignée successive. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas une personne en particulier. Et puis, c'est pas que un président de la République, c'est aussi l'éducation nationale, c'est les médias, c'est vraiment, en fait, je dirais presque en fait, c'est l'élite, c'est ce qui se prétend l'élite, qui, pour moi, a trahi notamment la France et le peuple en n'effectuant pas cette transmission. Parce que je pense notamment que le rôle d'une élite, c'est justement d'être ce fil rouge, en fait. C'est d'assurer la continuité et de transmettre des choses génération après génération. Et ça, c'est ce travail qui n'a pas été effectué. Ces responsables politiques et économiques ne veulent pas des peuples et des hommes, dites-vous d'ailleurs dans une phrase qui est très belle, et vous dites, ils ne veulent pas des hommes, ils ne veulent pas des peuples, ils veulent des ressources humaines. Et puis vous ajoutez, être français, c'est leur dire d'aller se faire foutre. Et là, je me suis dit, c'est un peu ce qu'ont fait les Gilets jaunes. Mm-hmm. Est-ce que vous êtes retrouvé dans cette démarche-là ? Tout à fait, mais pour moi, les Gilets jaunes, c'est un élément de l'identité française. J'ai eu l'occasion de le dire, pour moi, c'est l'expression du génie du peuple français. C'est-à-dire que cette mobilisation, la forme qu'elle a prise, la façon dont les Gilets jaunes sont mobilisés, c'était vraiment authentiquement français. Il n'y a qu'en France que ce genre de mouvement pouvait naître sous cette forme. Et en plus... je dirais, il a inspiré d'autres pays. Il y a eu des gilets jaunes qui ont un peu essaimé, on en a vu même, je crois, jusqu'en Afrique. Donc ça, c'est la France qui se retrouve, c'est la France qui redevient un modèle pour le monde. Et je pense notamment, puisqu'on parlait à l'instant des élites, c'est qu'on est dans une situation aujourd'hui où je pense qu'en France, on a un peuple qui est excellent, mais des élites qui sont mauvaises. Et c'est le peuple qui est à l'avant-garde, alors que normalement, ça devrait être les élites. Et les élites ont un train de retard, même plusieurs, sur le peuple. Donc les Gilets jaunes ont compris des choses que les élites n'ont pas compris ou ne veulent pas comprendre. Être français. Alors, vous répondez à cette question, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire, être français ? Bon, c'est pas qu'un passeport, dans votre point de vue. Ah non, absolument pas. Alors, c'est quoi, être français ? J'ai vu Anne-Laure Le Gallou, par exemple, avait fait une très belle vidéo sur être français. Vous, quand on vous pose la question, comment vous répondez ? Qu'est-ce que c'est être français ? Alors, c'est quelque chose alors, c'est être européen, pour moi, en fait, c'est un pléonasme. C'est-à-dire que pour moi, quand on est, l'Europe, c'est la France.
Quand la France est elle-même, elle est l'Europe. Et elle est le cœur de l'Europe. Tout ce qu'il y a en Europe irrigue de la France. Donc pour moi, quand on dit défendre l'Europe, en fait, c'est défendre la France. Ou quand on dit être européen, c'est être français. Et ça, c'est quelque chose qu'on a perdu d'ailleurs. Et alors après, pour répondre plus précisément à cette question... Vous n'avez pas 50 pages pour le faire, vous avez 3 minutes pour me le dire. Alors, pour dire ça, l'identité, pour moi, c'est ce qui est sacré. Qu'est-ce qu'un peuple considère comme sacré? C'est ça qui constitue son identité. Et donc là, dans le livre, j'ai voulu parler de ça. Donc, qu'est-ce qui est sacré pour les Français? Il y a la femme. Il y a le rapport à la religion, qui est le christianisme. Il y a le rapport à la bonne vie, donc bien manger, bien vivre. Il y a les terroirs. Et il y a ce rapport très particulier qui est à l'artisanat, au travail manuel, à la construction, qui peut être l'architecture, donc travailler de ses mains. Pour moi, ça, c'est ce qui est sacré pour le peuple français, et c'est ça qui constitue son identité. Alors après, on peut dire beaucoup de choses. On peut parler de la langue, on peut parler, par exemple, des prénoms, il y a eu des polémiques là-dessus. Mais pour moi, tout ça, ça relie le fondamental qui est le sacré. Ce qui est sacré pour nous, c'est ça qui fonde notre identité. Oui, mais alors, dans votre argumentation, je l'entends bien, mais il y a des éléments quand même qui nécessitent des explications. Un exemple, là, vous venez de le citer, mais c'est quand même un peu surprenant. Vous dites, pour être français, c'est aimer la femme pour elle-même. Mais en quoi cette notion est spécifique à la France? Elle est tout au moins partagée par la plupart des pays européens, quand même. Oui, mais on n'aime pas la femme en France de la même manière qu'on l'aime en Italie, par exemple. Dites-moi, comment on l'aime l'Italie, par exemple, c'est ce que je dis dans le livre, c'est un peu la maman et la putain. Il y a la femme pure, la femme souillée. Par exemple, en Allemagne, on aime la femme, d'accord, mais par exemple, on l'empêche de faire des enfants. Travailler, être une femme en Allemagne, c'est très difficile. Donc il y a des choses très concrètes, et du point de vue plus mythique, la France est quand même sous le signe de la femme. Par exemple, toutes nos cathédrales, c'est Notre-Dame. On est sous le patronage de la Sainte Vierge. Et ensuite, quand on remonte jusqu'au Moyen-Âge, on a cet amour courtois qu'on a inventé, et on est le seul peuple à avoir ce rapport très spécifique à la femme qu'on retrouve, et on a aussi cet archétype de la femme armée, que je cite, par exemple, c'est Jeanne d'Arc qui boucle l'anglais, c'est Marianne, sur le tableau de Delacroix, qui guide le peuple en chargeant de la barricade, donc on a ce rapport particulier à la femme, qui est la femme armée, et le peuple français est un peuple de chevaliers qui sert cette femme sacrée. Ok, autre élément quand même important, que vous avez cité encore, mais qui quand même peut entraîner la polémique. Vous affirmez, de manière presque un peu péremptoire, permettez-moi de vous le dire, être français, c'est être aussi chrétien. Et là, on se dit, si on n'est pas chrétien, c'est qu'on n'est pas français. Mais alors là, pour vous aliéner tout le monde, parce qu'il ne faut jamais faire dans la demi-mesure, vous ajoutez tout de suite, mais être chrétien, ce n'est pas croire au Christ. Et là, je me suis dit, entre ceux qui sont chrétiens et qui vont être ulcérés, et ceux qui ne sont pas chrétiens qui vont être ulcérés, 100% des Français sont ulcérés. Oui, écoutez, c'est la phrase de Suarez qui dit qu'il aille ou non à l'église, le peuple français a l'évangile dans le sang. Et moi, c'était en fait l'inverse que je voulais dire, c'est-à-dire que le christianisme, il est dans l'ADN de la France. Il fait partie de son identité. Et en fait, j'irais même plus loin, c'est que pour moi, la France est le seul pays où le christianisme a été réalisé complètement. C'est-à-dire que c'est un peuple qui a rencontré une religion qui venait d'ailleurs du Moyen-Orient à l'origine, qui est passée par l'Empire romain, et ce peuple s'est approprié cette religion, et il y a eu une osmose entre les deux, et d'ailleurs, on disait avant, la France est la fille aînée de l'Église. Et donc aujourd'hui, moi, quand je vois les gens, même de gauche, je le dis dans le livre, en fait, ils sont chrétiens. Quand on défend les migrants comme on le fait, c'est un acte chrétien, c'est le bon samaritain. Quand on défend les droits de l'homme, c'est un christianisme sécularisé. C'est ce que disait Chesterton, c'est les vertus chrétiennes devenues folles. En fait, on en est là aujourd'hui. Mais on est chrétien. Et même si on ne croit pas au Christ, on est chrétien, puisque on est chrétien de philosophie, sans s'en rendre compte. Mais on peut être chrétien et ne pas croire au Christ. C'est troublant. Ça est quelque chose qui m'est venu comme ça. Je l'ai écrit et je le ressens comme ça, oui. Argument quand même plus léger et moins polémique, vous ne manquez pas d'indiquer qu'être français, c'est aimer manger. Ah oui. Alors là, tout le monde va vous dire, tous les téléspectateurs vont vous dire, oui, là, bien sûr, Stanislas Berton, il a raison, mais moi, je vais vous rajouter, ce n'est pas non plus une spécificité française. On peut avoir une très belle gastronomie marocaine, une très belle gastronomie chinoise, une très belle gastronomie italienne. Je dois en oublier et je m'en excuse auprès de ceux que j'oublie. Et eux aussi, ils aiment manger. Regardez en Chine, on aime manger, on mange tout le temps.
C'est vrai qu'on aime manger, il y a beaucoup de pays où on aime manger, mais encore, il y a cette spécificité française, qui est d'ailleurs retenue par l'UNESCO, puisque récemment, je crois que c'est il y a 2 ou 3 ans, le repas gastronomique français est passé au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Donc il y a une façon de manger qui est authentiquement française, et on a ce rapport sacré à la nourriture. Et j'ai retrouvé, d'ailleurs, je le cite in extenso dans le livre, une citation de Cioran, qui dit quand même que c'est en France où il a appris à manger et à écrire. Donc un grand philosophe fasse une telle déclaration, il dit qu'avant, en fait, il croyait qu'il savait manger, mais il fallait qu'il aille en France pour apprendre à manger. Et dans le livre, je parle aussi des gâteaux. Je considère que la France est le seul pays où on sait faire de la pâtisserie. Donc c'est... Vous croyez ça? Ah oui, entièrement. D'accord. Argument toujours moins léger, encore à nouveau, qu'une pâtisserie. Vous citez, mais sans les mettre en cause, les médias classiques, les médias qu'on appelle mainstream. Est-ce que pourtant, eux, ils donnent le sentiment, peut-être que je me trompe, de participer à cette détestation de notre propre pays? En fait, c'est pas que les médias, c'est encore l'élite dont on parlait au début, et je crois qu'il y a un vrai péché originel de cette idée. Je crois que c'était Valéry Giscard d'Estaing qui disait « La France est devenue une puissance moyenne ». Et à partir du moment où on a décidé qu'on était moyen, pour moi c'est fini, on ne peut plus s'aimer. Je veux dire, la France, soit on considère qu'on a pour vocation d'être un grand peuple, ou comme disait Victor Hugo, la France par son génie doit libérer et éclairer le monde, mais si on cesse de croire en ça, si on cesse de croire qu'on est capable d'avoir la première place, en fait, c'est fini. Je veux dire, personne ne se lève le matin pour être moyen, autant rester couché. Donc, à partir du moment où on a mis dans l'esprit des Français que de toute façon, face à la Chine, face aux États-Unis, c'était fini, on était moyen, je dirais presque tout est joué. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est que je pense que la France doit se considérer comme grande. Et comme disait De Gaulle, on peut être grand sans la grandeur. Donc, c'est ça, en fait, cette idée. C'est qu'il faut qu'on retrouve cette ambition d'avoir la grandeur. Et c'est quelque chose qui est partagé, qui est distillé par les médias ou par les politiques. Mais combien il y a de Français aujourd'hui qui pensent vraiment que la France peut redevenir, au XXIe siècle, la première puissance européenne, et même, soyons fous, la première puissance mondiale? Qui le croit sincèrement? C'est ça la vraie question. Dans ce cas-là, si on devient un petit pays, on aura des ambitions de petit pays. Est-ce que pour être un grand pays, il faut que le peuple qui le constitue soit homogène, si on reprend les termes du général de Gaulle, bien connu? Ah oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort de mon travail, oui, bien sûr. C'est que le facteur d'homogénéité culturelle, mais on le retrouve pas seulement dans un pays, on le retrouve en entreprise, on le retrouve, par exemple, vous regardez des interviews même d'artistes, de grands réalisateurs qui travaillent toujours avec les mêmes acteurs, avec les mêmes directeurs de photographie. En entreprise, on a les grands chefs d'entreprise ont leur petit groupe d'hommes, je veux dire, avec qui ils travaillent. On a besoin, pour donner le meilleur de soi-même, d'être avec des gens qui ont les mêmes valeurs, qui ont tous ces codes implicites qui font qu'on ne perd pas de temps à expliquer les choses et on peut aller à l'essentiel. Et même si on veut être plus prosaïque, il suffit de regarder le bilan, par exemple, en termes de développement économique ou humain, des pays qui ont cette homogénéité. Par exemple, la Corée, par exemple, la Nouvelle-Zélande, ce qui était les pays scandinaves, ça a bien changé en 20 ans. Non, je pense absolument qu'il faut une homogénéité culturelle. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Alors, au détour d'une page, vous participez quand même à une certaine forme de masochisme. Aujourd'hui, la France ne fait plus d'histoire et Paris n'est pas la capitale du monde. La France ressasse ses vieilles gloires car elle n'est plus capable d'en forger de nouvelles. Si la France est comme ça, c'est qu'elle est gâteuse. Alors si elle est gâteuse, c'est le terme que vous utilisez, c'est qu'elle est morte. À quoi servent les déclarations d'amour si ce n'est que pour pleurer sur la tombe d'un mort? Alors moi, je crois en la résurrection, donc c'est des cycles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France, elle est dans un cycle bas, mais pour moi, elle ne peut que remonter, elle ne peut que renaître. Et justement, ça c'est pour interpeller, c'est pour l'aiguillon, pour piquer un peu les Français, parce que c'est vrai, quand on entend à longueur de déclarations les droits de l'homme, la diversité, le vivre ensemble, des phrases qui sont désormais creuses, c'est pas comme ça qu'on va refaire la grandeur de la France aujourd'hui. C'est pas comme ça qu'on va retrouver l'admiration des autres peuples. Je crois que les peuples du monde entier attendent autre chose de la France, qu'elle continue à un peu donner des leçons à tout le monde avec des vieilles lunes. C'est un très beau texte que le vôtre, et ça se termine presque, c'est pas la dernière phrase, mais de mémoire c'est une des dernières. Écoute, la France, elle est en train de frémir.
ce qui est bien évidemment une marque d'espoir ou plutôt d'espérance pour vous. Quels sont les signes de ces frémissements? Comment les trouve-t-on? Est-ce que ce sont les gilets jaunes dont on parlait à l'instant? Est-ce que c'est la mobilisation sociale que l'on voit régulièrement naître et renaître? Est-ce que ce sont les résultats électoraux avec la percée des partis populistes ou des partis contestataires? Est-ce que c'est Emmanuel Macron au G7? C'est quoi ces signes de frémissement? Vous citez les gilets jaunes. Oui, les gilets jaunes, absolument. Et ça, moi, je dirais qu'on est dans la France là, on est en août 1788. C'est-à-dire que, pour moi, là, on voit avec les gilets jaunes les prémices d'une nouvelle révolution française qui se dessine. Et je pense d'ailleurs, vous me parlez... Ça devrait vous effrayer. Celle de 89 n'a pas été particulièrement satisfaisante pour tous les idéaux qui sont les vôtres. Parce que la révolution de 89, c'était une révolution qui était celle d'une petite minorité qui s'est imposée à un peuple qui était loin de partager toutes ces conclusions. Et là, je pense que c'est l'inverse qui se prépare. C'est une révolution authentiquement populaire qui visera certainement une caste qui devient une aristocratie complètement déconnectée du réel. Donc, et je pense même au-delà de ça, qu'il y a énormément d'espoir à avoir parce que la France a tous les atouts pour rentrer dans le jeu au XXIe siècle. Et je vais même prendre peut-être même encore plus de recul. Je pense qu'il y a un cycle justement qui s'est ouvert avec la Révolution française et qui est en train de se terminer aujourd'hui. Il y a même l'idée des Lumières qui est en train de se terminer. Et il n'y a que la France qui peut clore ce cycle parce que c'est elle qui l'a commencé. Et si la France arrive à aller au bout de cet enjeu historique, elle va retrouver un prestige et une grandeur qu'elle n'avait pas retrouvée depuis l'époque napoléonienne. Parce qu'on est en 1788, est-ce que vous ne pensez pas que la révolte des Gilets jaunes, si estimable soit-elle, c'est une révolte comme la royauté en avait traversé jour après jour, et que ce n'est pas la révolution? Je pense que c'est des prémices, c'est-à-dire que c'est à bas bruit. Quand est-ce que on va arriver au bout? Quel va être l'élément déclencheur? Ça, je ne risquerai pas à faire des prédictions trop précises, mais en tout cas, on sent qu'on est à la fin d'un système, on est à la fin d'un monde. Il y en a un nouveau qui demande à naître, et je pense que dans ce nouveau monde, l'identité doit être la pierre d'angle, et que ce sont les peuples qui retrouvent leur identité, qui retrouvent leurs racines, qui seront les mieux placés pour se positionner au XXIe siècle. Stanislas Berthon, j'ai une dernière question à vous poser, elle est importante. Vous m'avez dit, avant qu'on se voit, on peut le dire aux téléspectateurs, avant qu'on commence cet entretien, vous m'avez dit, moi je suis un chef d'entreprise, j'ai abandonné beaucoup de choses pour transmettre ce message patriote, et j'ai été déçu, un peu, de ce monde patriote. Vous dites, il vit dans l'entre-soi. Et je pense que c'est important que vous fassiez part de ce sentiment-là. Oui, alors sans être trop sévère, parce que c'est aussi, ça fait tous les groupes ont un peu, chaque tribu un petit peu à ses codes, c'est sa façon de voir les choses, mais je pense qu'il faut absolument, je vois ça de l'extérieur, il faut absolument, je dirais, être comme les premiers chrétiens, c'est-à-dire qu'il faut sortir de son petit cénacle et il faut aller parler aux Français, il faut notamment aller parler au peuple. Il faut vraiment, je dirais, arrêter de parler entre nous, parce que ce qu'on a à dire est important, ce qu'on a à dire est même vital. Il y a énormément de Français qui ont besoin d'entendre ce message, et il faut aller s'ouvrir aux autres. Et ce livre, je ne l'ai pas écrit pour des gens qui sont érudits, qui ont lu Toupegui, Bernanos, d'autres auteurs très pointus. Je l'ai écrit pour des gens qui, comme ma sœur, n'avaient jamais entendu ce genre de choses. J'ai écrit un livre pour quelqu'un qui, même, à la limite, n'a jamais ouvert un livre de politique ou un essai sur la France. Et je pense que c'est cette démarche-là qui va faire gagner nos idées et nos convictions chez le peuple français. La suite de Être français, quelle est la suite pour vous? Votre projet, à part bien évidemment faire la promotion de ce livre aux éditions Le Temps Retrouvé, quelle est la suite? Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, parce qu'on dit bien une suite, on sait bien, vous voyez, on reste des hommes, donc on se dit, Stanislas Berthon, il écrit cela parce que il veut faire un jour de la politique, ou parce que il veut devenir responsable associatif, parce qu'il veut prendre des responsabilités, parce qu'il veut remplacer les élites qu'il dénonce. Quel est votre projet? Mon premier projet, déjà, c'est au-delà de la promotion du livre, c'est de l'utiliser pour pouvoir aller parler d'identité et de cette importance de retrouver ses racines et ce que l'on est à des gens à qui on n'a pas l'habitude de le dire. Donc moi, j'aimerais vraiment beaucoup faire ça. J'aimerais aller un peu partout en France pour aller porter ce message. Après, au-delà de ça, oui, moi, je suis plutôt un homme d'action. J'aime bien faire bouger les choses. Donc oui, j'aimerais bien un jour prendre des responsabilités politiques. Et je pense que de toute façon, c'est... je
dirais c'est une nécessité, c'est-à-dire que... Alors, c'est sûr, ça entraîne une toute dernière question, c'est quand on veut faire de la politique, comment la fait-on? Est-ce qu'on la fait dans le cadre des partis politiques actuels? Et dans ce cas-là, quel parti? Ou est-ce qu'on conçoit quelque chose de différent? Alors quand on voit d'ailleurs qu'on annonce le nouveau monde, on est encore pire que l'ancien. Est-ce que vous pouvez construire un nouveau monde? Non, mais je pense que c'est pas. Il faut pas réfléchir avec ces vieux concepts. Je pense que les partis font partie du problème plutôt que de la solution. Je pense qu'ils sont discrédités. Je pense que même sans parler d'ancien monde ou nouveau monde, les choses vont se faire d'elles-mêmes. C'est-à-dire que le vieux monde va entrer en crise. Et spontanément, les gens qui veulent faire des choses vont spontanément monter au front et essayer de faire ce qu'ils doivent faire. Je pense que ça va se faire de manière très très naturelle, sans faire de plan sur la comète. Les gens qui ont les mêmes idées, les mêmes valeurs, qui veulent la même chose pour la France vont se rassembler. Il y a des gens qui vont émerger, des leaders, très spontanément. Il y a des choses qui vont se structurer d'elles-mêmes et ça va se produire d'une manière ou d'une autre. Vous attendez l'appel. Être ça. français, lettre à ma sœur, c'est aux éditions Le Temps retrouvé. Merci Stanislas Berthon, merci d'avoir trouvé difficilement d'ailleurs le chemin de TV Liberté. Ça fait longtemps qu'on devait se rencontrer et puis maintenant c'est fait et vous avez bien évidemment l'occasion de revenir dès que vous aurez produit la nouvelle lettre. Merci beaucoup. Je vous remercie.